l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à votre émission géopolitique. Ce soir, nous avons le plaisir de faire encore un autre débat autour de la question que nous avons évoquée depuis hier soir. Hier soir, nous avons parlé de l'État clérical ou de l'État laïque en République démocratique du Congo. Et la question était de savoir que dit la Constitution congolaise. Nous allons inverser cette fois-ci la manière de formuler cette question ce soir. Nous allons parler plutôt de regard de la Constitution congolaise face aux sectes, églises et assemblées de Dieu en République démocratique du Congo. Que dit toujours la Constitution congolaise? Pourquoi nous en parlons? Nous en parlons parce que le premier numéro 1 de la République du Congo, lors de la cérémonie d'inauguration du musée et également du centenaire de l'église de l'Assemblée kimbanguiste, le président de la République a jeté la pavée dans la mare en disant tout simplement qu'il donnait la proposition au président des deux chambres de la République, celui du Sénat et de l'Assemblée nationale, qu'il a dit qu'il urgeait justement les deux à proposer à leurs chambres respectives la possibilité de décréter la journée du 6 avril, journée fériée et payée, chômée et payée. Voilà, c'est de là que commence le problème. Il a jeté la pavée dans la mare. Pourquoi? Parce que comprenez que lorsque le numéro 1 engage l'État, parce que lui-même il est institution de la République, ça fait force de loi en même temps, lorsque c'est le président de la République qui dit des choses aussi importantes à ce niveau-là. Il a reconnu non seulement que cette assemblée kimbanguiste est une église, oui, pour certains bien sûr, mais pour d'autres, le kimbanguisme n'est autre qu'une secte jusqu'à présent parce que nous n'avons pas encore vu, avec preuve à l'appui, l'amour que dégage cette assemblée kimbanguiste. Pour autant que nous sachions, nos recherches nous ont toujours prouvé que l'église kimbanguiste dissimule au sein d'elle beaucoup de dissensions et il n'y a pas sincèrement d'amour dans cette assemblée. Voilà, nous avons fait des recherches là-dessus et eux-mêmes le savent. Mais point de besoin de revenir à ce détail. Mais ce soir, nous voulons parler de l'État congolais, le regard de l'État congolais. La Constitution congolaise, qu'est-ce qu'elle dit de son mariage avec l'Église, secte ou assemblée de Dieu?
Pour cette deuxième partie de l'émission, cette séquence de l'émission, la deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième journée de débat autour de ce sujet, nous avons un invité que vous avez déjà vu plusieurs fois. Cet homme qui n'est autre que un ancien dignitaire ou un ancien cofondateur du parti de l'UDPS. Nous aimons bien faire parler les anciens de l'UDPS lorsqu'il s'agit de parler d'un acte posé par le président actuel. Parce qu'au moins, ils sont tous de la même famille politique. Ils ont été les cofondateurs de l'UDPS et donc c'est à eux de nous répondre lorsqu'il y a des bavures ou de bémols qui sont posés au sein de ce parti au pouvoir. Nous avons ainsi le plaisir de recevoir ce soir M. Léon Muntoutou Kalima, qui est le coordonnateur de CRC en Europe. M. Léon Muntoutou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes invité encore une fois à cette émission pour échanger avec nous et donner votre analyse, votre expertise, votre compréhension de l'actualité en République démocratique du Congo, surtout sur cette question relative à la relation entre l'État, l'Église et les sectes religieux en République démocratique du Congo. Vous qui êtes rompu de la politique congolaise, vous pourriez nous donner quelques explications, en tout cas, pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs qui nous suivent à cet instant sur les propos tenus par le chef de l'État en Kamba. Bonsoir encore une fois. Merci de m'avoir accordé cette occasion pour parler encore de notre pays à démocratiser. Eh bien, nul n'ignore que cette République, depuis sa proclamation en 1960, s'est réservé le droit d'être reconnue comme un État laïque. Donc, si la Constitution n'est pas respectée, et sur plusieurs chapitres, puisqu'il n'y a pas seulement du côté de ceux qui veulent maintenant qualifier la République comme si c'était une République islamiste ou une République religieuse, c'est désolant. Nous n'avons pas peur de partager nos doutes, nos fragilités, de raconter nos misères africaines et surtout d'exposer nos vulnérabilités. La République à démocratiser du Congo reste un État laïque. Si celui que vous appelez président veut diriger le pays sans tenir compte des textes qui fondent une république, puisque nous constatons qu'on ne dirige pas en se basant sur la loi fondamentale, en se basant sur cette Bible politique qu'on appelle Constitution. Tantôt, on y recourt quand ça leur arrange. Tantôt, on recourt aux accords, aux deals. Donc, il y a la cacophonie dans tout. Ça ne m'étonne pas qu'il puisse soulever un problème aussi capital, un problème qui touche la République, puisque quand on veut qu'une date soit fêtée, une date soit promulguée comme une date symbolique ou une date exceptionnelle, mais creusons pour savoir pourquoi la date de 6 avril peut lui préoccuper, votre président, et les deux chambres. Nul n'ignore que nous sommes au 5e, ou je ne sais pas, comment on dit, président de la République. Il y a eu la première législature avec M. Joseph Kasavubu, que nous saluons la mémoire, n'a jamais envisagé. Lui, qui était plus proche de les sectes, comme vous venez de dire à l'époque, kimbanguiste, n'y a jamais songé. Le maréchal Mobutu arrive au pouvoir, fait 32 ans. Il était en bon terme avec les kimbanguistes. Nous avions célébré beaucoup de fêtes, on a tourné beaucoup de films sur ça. N'a jamais songé à cette date.
Mouzé Laurent Kabila, on ne sait pas, lui, il était de quelle obédience, puisque lui a respecté quand même que ça, c'est un État laïque, au sens large. Il a fait son temps. Et puis vient le soi-disant son fils, qui a fait autant d'années aussi, 18 ou quelque chose. Mais curieusement, nous voyons celui qu'on a acclamé comme fils du pays, qui vient d'atterrir sur le terrain et confond les choses. Le pinacle du ridicule et de la lâcheté a atteint le summum en République démocratisée du Congo. La date du 6 avril, pour nous, les gardiens peut-être de la mémoire, se cache quelque chose. Et je m'en vais vous démontrer curieusement que comment monsieur qui arrive à prendre les rênes du pouvoir veut et tient avec les deux chambres à faire avaler aux Congolais la date du 6 avril comme une pilule amère qu'il veut vraiment que nous devons adorer. Mais il se cache quelque chose que je vais vous révéler tout à l'heure pour vous dire que n'oubliez pas que le 6 avril 1994, il y a eu dans le Grand Lac un événement majeur. C'est le jour où le FPR entre au Rwanda en abattant l'avion transportant deux présidents. Pas d'enquête, pas d'investigation. Jusqu'à présent, silence de mort. C'est le 6 avril qu'a commencé le génocide au Rwanda. Et le Rwanda fête chaque année le 6 avril. Et comme notre président, votre président, que moi je constate comme si c'était un gouverneur ou un consul de Kagame dans notre pays, Kagame fête le 6 avril. Et lui aussi, il fait un alibi pour passer du côté des kimbanguistes pour dire que voilà, on va fêter Simon Kimbangu. C'est un leurre, on n'y croit pas. C'est le prolongement de la date du 6 avril qui est fêtée comme journée de génocide au Rwanda qu'il veut nous amener en République démocratique du Congo. Voilà, en bref, c'est que moi, c'est que nous, on pense de sa persévérance pour que cette journée soit fêtée en République démocratique du Congo. Ok, deux questions, M. Lemutuntu. Vous venez de dire quelque chose d'aussi importante là, c'est vraiment révélateur ce que vous venez de dire. D'une part, vous dites, bon, c'est une question par rapport aux téléspectateurs, au moins ils devraient comprendre. Déjà, vous dites République à démocratiser, là ça porte à confusion, à démocratiser ça porte à confusion. Deuxième chose, vous faites allusion au génocide du Rwandais par rapport à la date du 6 avril. Nous savons que le 6 avril, c'est évidemment, c'est fait en 1994. Où est le rapport entre le 6 avril de Kimbangu, qui, lui, a fondé son église depuis 1900 par là, au début des années 50. Mais où est le rapport entre 1900 de Kimbangu, le 6 avril de Kimbangu en tant que fondation de la secte kimbanguiste, et où est le rapport avec le génocide rwandais? C'est quand même un écart important. Les dates n'ont pas ne célèbrent pas le même événement, là. Où est le rapport? Je ne suis pas dans un domaine religieux ici. Je parle en tant qu'un acteur politique. Mon analyse est politique. Et que j'ai commencé par vous démontrer que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des régimes qui se sont succédés et qui avaient aussi connu le prophète Kimbangu et qui n'ont jamais mélangé les œufs dans le même panier. Ici, c'est du côté religieux. Nous disons et nous insistons que nous sommes un État laïque. Dans un État laïque, si jamais il veut qu'on fête le 6 avril, mais politiquement, moi je vois le 6 avril quand je le compare avec le génocide au Rwanda, et quand je sais que
le pouvoir qui est au pays là où le pays, nous le disons, et à haute voix qu'il est sous l'occupation, voilà le corollaire que je fais entre, quand on fête, puisque c'est un fêtard, notre président, votre président, comme au Rwanda c'est chômé, le 6 avril de chaque année, et c'est une journée fériée, il fallait y songer. Cela ne veut pas dire que on minimise notre prophète Simon Kimbangu, puisque si nous creusons encore plus loin, la date là ne sera pas une date où tout le monde serait obligé d'aller à Kamba pour aller peut-être festoyer avec les kimbangistes. La journée, ben, d'après lui, doit être fêtée, mais là, il viole la constitution de notre pays. C'est pourquoi, en examinant la quintessence de cette date, ça n'a pas sa raison d'être fêtée comme une journée fériée, puisque c'est le prophète Simon Kimbangu. Puisque là, tous les prophètes peuvent être aussi fêtés. Il y a d'autres prophètes qu'on peut-être on ne connaît pas. Que diriez-vous si avant Simon Kimbangu, nous avions connu les Kimpanvita, nous avons connu les Machua, nous avons connu... Il y en a tant qui, de leur temps aussi, personne ne s'intéresse à connaître qu'est-ce qui leur est arrivé. Kimpanvita a été brûlé vif vers 1700 quelque chose par les Capucins. C'est connu. Mais il fallait aller plus loin aussi pour voir tous ceux qui sont tombés sur notre sol et qui prêchaient aussi comme notre prophète le plus proche de nous, Papa Simon Kimbangu. Bien avant, il y a eu les Kimpanvita, il y a eu les Machua, les Bazins, beaucoup qui sont tombés bien avant. Voilà ce que je trouve que c'est un pinacle du ridicule et que cette date-là, dans un pays, dans un État dit laïque, ne méritait même pas d'attirer notre attention, nous les politiques. Donc, nous pourrions dire que c'est juste une coïncidence. C'est juste une coïncidence des dates. Hein? C'est deux événements qui... Nous, le peuple, on peut dire que c'est une coïncidence, mais creusons ce que je dis. Vous voyez très bien que notre pays est sous l'occupation rwandaise. Qui vous dit que c'est une coïncidence? Oui, parce que le 6 avril... Nous garantir que c'est une dictée qui vient d'ailleurs pour dire, voilà, mais ça nous étonne. Pourquoi attendre que le 6 avril de cette année pour rendre cette journée fériée et tout ce que vous voulez, mais toutes les années qui sont passées, cinquantenaires, c'était aussi quelque chose de... Aujourd'hui, c'est 100 ans, comme on dit que voilà, le prophète a fait exactement un siècle, mais le demi-siècle, ça pouvait aussi être peut-être sous un autre régime qui est passé, qui pouvait penser à faire ça. Mais quand on le fait aujourd'hui, d'après nous, sous l'occupation, on n'avait pas le droit d'oublier les grandes dates, surtout cette date qui nous a mis dans cette situation dont nous déplorons nos morts chaque jour à l'Est et Kinshasa bousculé. Revenons, je reprends encore ma question parce que j'en ai posé deux tout à l'heure lors de votre première intervention. J'ai voulu savoir, à part que tous les téléspectateurs qui nous écrivent maintenant, vous avez mentionné État à démocratiser. Vous voulez dire quoi là? Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous dire que le Congo démocratique n'est pas Congo démocratique? Vous dites à démocratiser. Alors que nous savons que toutes les institutions sont en place. Et nous avons un président qui a été élu démocratiquement. Il y a eu des élections démocratiques au Congo. Mais vous sous-entendez encore un État à démocratiser. Est-ce que vous êtes encore dans le réflexe du sphinx de limiter une opposition radicale et dure? Là, nous portons deux lunettes différentes sur la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Et j'insiste, c'est à démocratiser, puisque pour le moment, nous sommes sous l'occupation rwandaise. Cette démocratie est piétinée. Vous me parlez des élections. Quelles élections? Dans un pays occupé tel que le nôtre, on organise des élections. Vous
monsieur le journaliste, je doute fort que nous sommes le premier pays à être occupé. Bien avant nous, il y a eu des pays qui ont été occupés par les nazistes dans les pays où nous nous trouvons aujourd'hui. On ne dirait pas que dans ces pays-là, on y avait organisé des élections pendant que les nazistes faisaient leurs lois. Alors, c'est ça, le vocable ne doit pas vraiment déranger la mémoire collective quand je dis que c'est une république à démocratiser. Réellement, il n'y a pas la démocratie là-bas. Tout ce qui se fait, nous voyons. Hein. Le régime passé, que tout le monde a critiqué violemment pour dire que voilà, Kanambe a fait 18 ans, il a mené une dictature plus sévère que ce que nous avions connu sous le maréchal Mobutu. C'est vrai, il y a dictature et dictature. Donc aujourd'hui, on ne dirait pas qu'il y a la démocratie au Congo puisqu'on organise des élections. C'est plus que les institutions sont là, mais ce sont les mêmes. C'est la continuité du kabylisme que nous voyons en République à démocratiser, j'insiste, puisque nulle part où vous me direz qu'il y a la démocratie là-bas. Ok, nous allons revenir maintenant sur l'article 1er de la Constitution qui dit que l'État congolais est un État laïque. Maintenant que le président de la République semble oublier, je dis bien semble oublier cet aspect, mais je ne pense pas qu'il ait oublié en tout cas, que la Constitution congolaise, dans son article 1er, préconise la laïcité de l'État congolais. Qu'est-ce que vous pensez que le président de la République peut encourir? Eh bien, nous ne voulons pas continuer à parler aux personnes qui ont oublié comment on écoute. C'est très... Il prend des décisions comme ça de lui-même. Il se réveille de son lit, il prend une décision. Qui ignore que dans ce pays-là, ça fait maintenant à peu près 5 ou 6 mois qu'il n'y a pas de conseil des ministres. Qui ignore que dans ce pays-là, il y a à peu près, je ne sais pas combien de mois, où on n'entend même pas le gouvernement qui expédie les affaires courantes. On n'en connaît pas. On nous a présenté un monsieur qui a été nommé comme formateur ou comme Premier ministre. Eh bien, le gouvernement peine à sortir. C'est dû à quoi? Et voilà, là où j'insiste et je reviens que c'est une république à démocratiser. Il n'y a rien. D'accord. Moi, j'aimerais avoir la réponse à la question. Qu'est-ce que le président de la République peut risquer pour avoir enfreint à la démocratie et à la Constitution par rapport à cet article? Parce que lorsque le président de la République tient cette proposition en public, devant tous les médias, devant toutes les institutions de la République, tout en sachant qu'il y a un article de la Constitution qui prône la laïcité de l'État congolais et qu'on donne primauté, on donne la primeur à une secte religieuse, comme ça, des honneurs aussi importants qui risqueraient de rester de génération en génération. Même après lui, le Congo aura toujours une journée fériée et chômée et payée probablement chaque année le 6 avril. C'est le président Tshisekedi qui jette désormais la pavée dans la mare. Qu'est-ce qu'il peut encourir selon l'article, le premier article de la Constitution? C'est cela ma question, avant d'avancer à autre aspect de notre débat. Oh, monsieur le journaliste, je vous dirais que c'est une erreur. Faire de telles erreurs dans la vie politique, c'est naturel. Mais ignorer l'histoire des occupants, c'est diabolique. Ben, le fait-il à son aise ou le fait-il en concertation avec d'autres politiques qui l'entourent, puisque nous savons très bien qu'un président de la République, avant de prendre une telle décision, doit d'abord consulter ses collaborateurs. Quand bien même nous n'avons pas un gouvernement jusqu'à présent, mais l'ancien expédie les affaires courantes. Est-ce qu'il y a eu une réunion quelque part ou avec les membres du Parlement, le Sénat? D'abord,
dans la vie politique, on propose. Et après, quand responsable, on vient avec une réponse concertée. Mais non, c'est comme aujourd'hui, il peut se réveiller un matin, il va vous dire, voilà, la date où on a pendu les 4 conjurés de la Pentecôte devient une journée chômée et payée. Qu'est-ce que nous allons dire? On va gober. Hein? Il se réveille un matin, il pense peut-être il y a eu plusieurs conjurés qu'on a tués comme ça à tort. Eh bien, plus proche de moi, je vois mon ami Tchebeya, Floribert et Bazana. Mais on peut aussi les fêter, puisque le jour de leur mort, ça nous tourmente, nous tous, puisque ce sont des martyrs de choses. Rossi Mukendi, Kapangala et consorts. Mais il y a plusieurs dates. Mais choisir une date qui coïncide tout justement avec ce que nous, le commun des politiciens congolais, ignorent, et que le 6 avril, quelle que soit la couleur de notre prophète, collée à cette date, ça ne fait pas Dieu. Et suivant la même lancée dans votre logique, si jamais il se levait demain matin et qu'il programmait l'homme qui est derrière votre dos, héros national, que diriez-vous? C'est son papa. Il est capable de tout. Hein? Lui, il ne consulte personne, c'est libre à lui. Hein? Alors quand nous disons que la République est à démocratiser, dans une démocratie, on ne fait pas des choses pareilles. Vous diriez quoi, M. Moutountou, si jamais le président Tshisekedi se levait demain matin, qu'il ferait de Tshisekedi père héros national? Quelle serait, votre réaction? Je condamnerais de la même manière que je condamne. Pourquoi? Les prises de position unilatérales, nous sommes là. On doit le consulter pour savoir est-ce que ce que tu vas dire là, ça ne va pas soulever un tollé dans la population. Un président il a déjà perdu le sens d'écoute, c'est tout. Je vous l'ai dit ici que voilà, nous ne pouvons pas nous répandre toujours à parler des gens qui ont déjà perdu le sens d'écouter les autres. C'est dommage. Moi, je n'applaudirai pas. Je n'applaudirai pas. D'accord. Dans ce pays-là, quand je vous dis que tout est à revoir, il y a un pays à démocratiser, quand bien même d'autres héros qui sont là-bas, tel héros, là, on a consulté qui? C'est quelqu'un qui se réveille de son propre gré. Hein? Le Parlement est là, c'est pour lire. Le Sénat est là, c'est pour lire. Hein? Tout ce qu'on a comme les instruments d'une bonne démocratie, on ne les utilise pas. Donc, c'est au bon vouloir du monarque. Dès qu'il se réveille, il peut aujourd'hui dire voilà, je proclame M. Moutountou héros national et les communs de mortels vont applaudir, dire voilà, ça vient de la bouche. Mais là, nous rentrons à l'étouffoir du parti État dont nous venons de sortir. Ce sont les tares du moutisme qui tiennent encore à corps. On nous a appris à l'école de moutisme que ce sont les pensées, les actes et les renseignements du guide. C'est ça. Nous pensons maintenant que voilà, on retourne maintenant à la pensée unique. D'accord. Ben voilà. Pour l'intérêt de tous ceux qui nous suivent pour le moment, je souhaiterais en tout cas avec toute l'équipe ici présente de vous remémorer un tout petit peu, vous rafraîchir la mémoire sur l'allocution du chef de l'État en Kamba sur cette allusion faite à la journée fériée et chômée dédiée justement à la secte kimbanguiste. Suivant. Batata pe ba mama bana ya papa Simon Kimbangu na tombeli bino banso feti elamu. Pe makasi na tata mokonzi ya bule chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani pe bandimi banso ya mokili mobimba ya lingomba ya Kimbangu. Bolingo, bolingo, bolingo. Na kati na bino bandimi ya Kimbangu. Bomoko, mibeko, pe misala yango nde elonga na kati na bino. Pona kosukisa, na lingina loba boye.
Awa ba présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale. Nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali ko senga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié nasengi na bango nasengi na bango batala na ba représentant ya peuple ndenge tokoki kokomisa date ya le 6 avril journée fériée et chômée. Voilà, vous avez suivi cette allocution, mais à l'introduction de cette émission, j'ai parlé de la pavée dans la mare que le président de la République venait de lancer. Que deviendront d'autres sectes religieuses au Congo? Déjà, après cette émission d'hier, nous avons reçu la réaction de la communauté islamique en République démocratique du Congo. Voici ce que la communauté islamique de la République démocratique du Congo nous dit dans son communiqué officiel. Pour vous dire que le propos du président de la République et l'émission qui a été faite hier a eu un écho jusqu'au Congo. Voici le message qu'on nous envoie directement à notre rédaction. Messieurs les journalistes, merci de nous avoir présenté cette émission qui a donné exactement, qui a exprimé exactement les sentiments de tous les Congolais en République démocratique du Congo. Mais nous, de la communauté islamique en République démocratique du Congo, nous disons ceci. La communauté islamique en République démocratique du Congo a suivi avec attention la soutenance par le président de la République, chef de l'État de l'idée décrétant la journée du 6 avril marquant la date de la mort du père spirituel et fondateur de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu, chômé et payé sur l'ensemble du territoire national. Je passe à l'essentiel. Voilà ce qu'eux aussi ils revendiquent. Ils revendiquent ceci. Ils disent ceci que la communauté islamique en République démocratique du Congo, l'une des grandes confessions religieuses avec plus de 10 millions de fidèles, salue cette démarche. Salue la démarche du chef de l'État, justement, de consacrer, d'accorder, de donner, d'accorder cette journée-là, fériée. Ils sont même très contents. Ils poursuivent en disant ceci. Ils poursuivent en disant ceci. Avec ces plus de 10 millions fidèles, blablabla, donc à l'occasion de ces 100 ans, Kambango, blablabla, alors maintenant, eux, ils demandent ceci, que eux, à leur tour, voudraient que le chef de l'État consacre pour leur fête de l'Eid el-Fitr, marquant la rupture du mois de sacré du Ramadan, et de Eid el-Kabir, mémorisant la fête de sacrifice communément appelée fête de mouton. Ils veulent que ces deux dates soient retenues également et reconnues officiellement et consacrées aussi des journées fériées, payées et mortes. Voilà, ça c'est la communauté islamique. Là, je vous ai résumé le contenu du message. Qu'est-ce qu'il en sera des autres confessions religieuses? Qu'est-ce qu'il en sera des autres sectes religieuses en République démocratique du Congo? Mais c'est Léon Montuntu. Vous êtes politique. Vous avez fait de la politique au Congo. Vous venez de nous brosser un tout petit peu comment les différents régimes politiques étaient comportés face à l'Église. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez déjà la communauté islamique qui réagit 24 heures après, qu'est-ce que vous en pensez? Ma pensée reste toujours la même pour vous dire que nous sommes occupés. La démocratie peine
à revenir dans cette république, éloignons-nous de cette inertie mentale que présentent nos dirigeants, puisque parler maintenant de la date du 6 avril, je vous ai démontré, maintenant vous venez de nous éclairer aussi sur les islamiques, qui s'arrogent aussi ce droit de vous dire que voilà, nous sommes 10 millions. Que dirait-on des églises d'éveil? Nous connaissons un grand et on croit qu'il pouvait aussi compter beaucoup de fidèles. Alain Mouloto. Je ne sais pas si quelle église aussi il présentait là-bas sont dans. Donc, dans l'ensemble, je vois les églises d'éveil. Tous pêchent contre la Constitution qui érige cette République en un État laïque. On n'a pas beaucoup à dire là-dessus. Tous, que ce soit le président, votre président, que ce soit ceux qui l'ont accompagné dans cette flatterie pour aller un peu avoir les applaudissements des adeptes du Congo, de prophète Kimbangu. Que dira-t-il de Mouanansemi? Lui aussi sortira de son coin pour dire, moi, je ne suis pas, mon église compte autant de fidèles. Hein, on doit aussi commémorer, parce que ce sont des sectes, en quelque sorte. Si l'église kimbanguiste se présente aujourd'hui avec cette ossature-là, nous savons comment les régimes passés ont pu faire pour donner un peu du poids à une aile de ceux qui se réclament de Kimbangu. Mais nous les connaissons, ils sont nombreux là-bas. Donc, ça n'étonne personne. N'oubliez pas que nos politiques médiocres qui sont sur le terrain se cherchent des clients pour les élections futures, puisque pour eux, dans un pays occupé, on dit qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes par les élections. Mais ce qu'ils font là, c'est une campagne déjà qui a commencé. Hein, on va là où les votants peuvent apporter quelque chose à leurs ambitions. Tout est clair. Donc, il n'y a pas à s'étonner, monsieur le journaliste. Nous sommes encore dans une république bananière. Nous sommes encore dans un pays occupé. Nous sommes dans un pays où les préoccupations du peuple, ce n'est pas les dates à fêter, mais l'eau et l'électricité manquent cruellement dans ce pays-là. L'Est brûle, personne ne parle, pendant que les Tutsi Power cogitent d'autres plans à faire pour que l'Est soit détaché complètement de cette république bananière. Et voilà, on nous distrait avec des discours alambiqués. On va là-bas pour promettre ciel et terre, et demain, plus rien. Or, ce n'est pas ça la priorité, d'aller chercher à ce que... C'est une république de fêtards. Et pourtant, on pleure à l'Est. L'insécurité règne à l'Est, l'insécurité règne même à Kinshasa. Hein? Chaque jour ici, il y a des gens qui perdent leur bien, qui croient avec les Koulouna. On nous présente, on a envoyé 600. Mais le nombre de Koulouna, qui peut nous donner les statistiques? L'État peut-il nous dire combien sont-ils? Puisqu'on va arrêter 300 aujourd'hui, 400, là on fait des publicités. Mais le Koulouna n'a pas arrêté de tuer à Kinshasa. L'insécurité est totale. Donc ce n'est pas ça la priorité. Ne perdons pas nos énergies au lieu de résister à ce qui nous préoccupe tous. Non, non, on vient ici pour parler des fêtes religieuses. Les islamistes réclament aussi leur journée. Demain, Boundoudia Mayala viendra aussi avec ses dates. Le lendemain, ce sont les Babas qui viendront aussi avec, ils sont aussi plus nombreux, hein, parce qu'ils tirent leur puissance jusqu'en Zambie. On connaît. C'est pour cela que le législateur avait bien songé de dire que c'était un État laïque. Voilà là où ça, c'est une distraction de plus pour nous éloigner de nous occuper des
problèmes préoccupants qui se passent à l'est de notre pays. Kinshasa, c'est une république qui est restée, hein, quand votre chef de l'État se déplace, du moins il est allé en Cambre. Vous pouvez me citer encore un autre site. S'il n'est pas là, il est à l'extérieur du pays tout le temps. Mais les problèmes du Congo profond, il ne s'en occupe pas. L'insécurité bat son plein au Katanga, l'insécurité bat son plein dans son fief en Moujimaï, hein, où vraiment la disette est totale. Au lieu de s'occuper des vrais problèmes qui préoccupent notre population, non, non. On s'amuse, on va là-bas où on doit l'applaudir, on fait des promesses, c'est une machine à promesses. Ça ne nous préoccupe pas. Nous avons vu comment le comportement de notre cher parti, et j'insiste beaucoup puisque le commun de nos compatriotes congolais qui nous entend parler dans cette robe sacrée de l'UDPS, mais cette aile de l'UDPS fait la honte puisqu'il marche même sur les valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus. Et tout ce qui se passe là, ça ne fait que ternir l'image de marque de cette UDPS, des fondamentaux que nous représentons. Merci, M. Mutuntu. Pour terminer ce chapitre consacré justement à la secte kimbanguiste et à sa reconnaissance pour la journée fériée et chômée, j'aimerais vous poser une dernière question pour clore ce chapitre. Si vous avez été président du Sénat ou de l'Assemblée nationale, auriez-vous accepté une telle proposition venant du président de la République? Mais tout n'allait pas dépendre de ma personnalité au perchoir. Quand on est président d'une chambre haute ou d'une chambre basse, c'est la majorité qui prime. La loi peut venir par mon canal en tant que président du Sénat. Et je vais la soumettre à la chambre basse d'abord. C'est la chambre basse qui doit examiner cette opportunité. Et puis, quand ça arrivera, avec les avis que j'aurai reçus de la chambre basse, c'est à ce moment-là qu'on doit examiner si on peut l'accepter ou l'annuler. Voilà. Mais vous, en tant que citoyen congolais, parce que toute la démarche finira par un vote, vous êtes devant l'urne pour voter cette proposition. Vous auriez voté oui ou non? C'est la question, M. Mutuntu. Devant les gens qui vous suivent, en exprimant votre sentiment, dites-nous exactement, vous auriez voté oui à cette proposition? En tant que citoyen, sans tenir compte de responsabilités que j'aurais peut-être à assumer au Sénat, personnellement, mon vote sera non. En rappelant que nous devons tous nous incliner devant la Bible politique qui est la constitution du pays, qui érige cet État, et je répète, un État laïque. Donc, en d'autres termes, le président de la République n'a pas respecté la Constitution. Pas du tout. La violée. Merci. Merci, M. Mutuntu. Nous allons clore ce chapitre en tout cas. Nous en avons déjà parlé suffisamment hier et aujourd'hui avec cette première partie de l'émission. Nous allons aborder la deuxième partie de l'émission où nous allons parler justement effectivement de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, où nous avons eu tout à l'heure une émission en direct avec des jeunes à partir de Béni qui ont exprimé en tout cas avec force le désarroi dans lequel ils se trouvent et des problèmes en tout cas de sécurité auxquels ils sont confrontés. Mais nous allons revenir en tout cas après 10 secondes. À tout à l'heure. L'Est de la République démocratique du Congo brûle. À Béni, il y a des crimes, il y a des assassinats au quotidien. Tous les Congolais récemment ont reçu chacun dans son device, dans son portable ou
dans d'autres moyens, en tout cas des informations et des images en provenance de Beni, Butembo ou de Ituri. Grosso modo, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Cet après-midi, nous avons eu la possibilité d'être en contact en duplex avec un groupe de jeunes qui a manifesté ce matin justement contre la présence de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUC. Ils ont résisté, ils ont pris l'engagement justement de prendre les responsabilités parce qu'ils considèrent que l'autorité du gouvernement central ne prend pas ses responsabilités pour endiguer en tout cas ce fléau criminel à l'est du Congo. Ils ont manifesté ce matin, ils ont pris leur courage et nous avons eu la chance en tout cas d'entrer en contact avec eux. Il y a la misère à l'est. Les jeunes gens souffrent, les mamans souffrent, les papas souffrent, bref, toute la communauté. Mais selon Mututu, vous veniez d'évoquer cette question de l'est du Congo par rapport à la négligence du gouvernement central. Quelle est ce soir, en tout cas, avant de vous montrer quelques éléments, votre réaction au regard de toutes les informations que nous recevons et que vous recevez également sur cette question de l'Est? Qu'est-ce que le citoyen congolais devrait faire? Mettons de côté le gouvernement dont on qualifie aujourd'hui que le gouvernement était irresponsable. Qu'est-ce que le Congolais lambda devrait faire pour contribuer justement à endiguer ce fléau criminel à l'est du Congo? Merci beaucoup de la pertinence de la question à examiner ensemble avec nos compatriotes. L'Est n'a pas commencé à brûler aujourd'hui. Avant l'arrivée au trône de votre président, il a promis, il a fait des promesses qu'il donnera sa vie pour que la paix revienne à l'Est. Il a fait des promesses d'envoyer à l'Est une armada de ses militaires. Il a fait des promesses que lui-même pouvait même s'installer pour, c'est pas moi, vivre avec la population de l'Est ce qu'ils vivent chaque jour. Ni l'une ni l'autre promesse n'est tenue. L'Est brûle. Kinshasa jubile et oublie. Pourquoi? Je crois dans mes précédentes interviews, mes interférences, c'était que Kinshasa ignore nos compatriotes de l'Est puisqu'ils ne les avaient pas votés. N'oubliez pas que lors de ces fameuses élections qui les ont portées et au Parlement, et au Sénat, et au sommet de l'État, ces gens-là n'avaient pas voté. On avait recouru à l'astuce qu'il y avait la pandémie d'Ebola. Eh bien, nous nous rappelons que malgré ça, ces gens-là se sont organisés eux-mêmes et ils ont fait des élections plus transparentes. Mais ça n'a pas tenu compte. Avait promis que non, dès que la pandémie sera... on a vu un docteur qui était transporté vraiment à Tipol pour dire qu'il a éradiqué cette maladie-là. Mais jamais ils ne sont revenus pour faire voter les gens de l'Est. Donc, ce sont des oubliés pour, c'est pas moi, les raisons que les autorités de Kinshasa connaissent. Et plus proche même de Kinshasa, il y a eu dans le Bandundu, le Yumbi, avec la transhumance des éleveurs de vaches. On les a vus entrer au Bandundu, tout le monde a vu les caméras, tout le monde a vu, il n'y a plus rien après. Eh bien, quelques jours après, Yumbi brûle. Les gens traversent, vont se réfugier à Brazzaville. Il n'y a pas eu des élections non plus. Donc, revenons à l'essentiel et que ces gens de l'Est sont déjà abandonnés depuis très longtemps. Pendant que l'Est brûle, voilà, on nous amuse avec les journées à fêter. Ce sont des fêtards. La MONUSCO, ce n'est pas la première fois que les gens de l'Est
dénonce la complaisance de ces troupes qui sont là pour piller, pour violer, pour tout ce que nous condamnons sur les régimes passés et ces régimes actuels, c'est la continuité. Et la MONUSCO, ben, qui sait si vraiment nous sommes en 1960, nous savions que le Premier ministre de l'époque était allé demander l'assistance de l'ONU. À l'époque, qu'on change de nom, c'est la même ONU. Et il y a eu beaucoup de mal, et que on a arrêté le Premier ministre, on l'a amené à son assassinat. L'ONU était toujours au pays et nous n'avions pas vu des réactions de l'ONU. Complice ou commanditaire, point d'interrogation. Aujourd'hui, mais cette ONU de cette époque-là a quand même participé à améliorer le sort de la population qui souffrait après le départ, plus que des anciens colonisateurs. Eh bien, il y a eu carence dans le domaine d'enseignement, carence dans le domaine de la santé. Nous avions vu la première législature ériger les nouveaux, 2 ou 3 nouveaux hôpitaux que nous avions vus. Vous voyez la clinique communément appelée Tinoise qui sommeure maintenant, et le centenaire là-bas, c'était vraiment à l'époque de l'ONU de 1960. Les grandes écoles que nous avons au pays, l'IPN, l'école de météo, l'IEBTP, aviation civile, je peux vous en citer autant. Pour la première législature, des grandes écoles, où il y avait même les Africains qui quittaient chez eux pour venir apprendre chez nous. C'était sous la gestion de l'ONU de cette époque-là qui nous avait amené beaucoup de professeurs de l'UNESCO. Voilà les bienfaits de cette ONU de l'époque de Patrice Emery Lumumba. Quand bien même ils ont été complices dans son assassinat, mais ils ont laissé quand même des traces. Mais ils n'étaient pas si... non, bon, les troupes que nous avions vues, on ne les estimait pas à plus de 10 000 soldats. Mais aujourd'hui, on en compte, je ne sais pas combien, on parle de 20 000 ou je ne sais pas combien, qui sont cantonnés à l'Est pour sécuriser la population de l'Est et leurs biens. On tue chaque matin, chaque nuit. Même les villageois qui vont se réfugier, on les livre, qui vont se réfugier, que voilà, l'ONU est là, on peut aller là-bas pour trouver le refuge. On tue. Et l'ONU me dit mot. Les experts ont fait leur rapport. Personne n'en parle. Ben, il y a beaucoup de révélations qui commencent à sortir, monsieur le journaliste. Si vous aurez le temps d'aller aussi, comme nous, sur les analyses de nos compatriotes, des résistants, tels que notre confrère Kerwin Maïso a fait une... Non, monsieur, on ne cite pas les noms des gens qui font leur résistance à l'étranger, hein, qui font leur résistance dans la diaspora. Nous préférons désormais dans notre média. Qui luttent avec les non, monsieur Moutoutou, nous préférons faire crédit en tout cas aux résistants qui sont victimes et sur place au Congo que de compter sur des gens qui se contentent de donner leur point de vue à partir d'ici. Quelqu'un qui est assis devant son ordinateur au chaud et il analyse la situation en République démocratique du Congo selon sa compréhension, alors que là, nous avons eu de manière directe des jeunes gens qui sont tués sur place, qui affrontent la police congolaise sur place, qui affrontent les ADF Nalou, tous ces groupuscules justement de rebelles qui ont été fabriqués par le régime passé. Je vais vous montrer un élément justement qui nous a été envoyé par ces jeunes gens. Avant de voir votre manifestation ce matin. Avant de voir votre élément, monsieur le journaliste, vous ne voulez pas que j'ajoute quelque chose? Mais, oui, mais parce que là, vous êtes en train de dévier le débat. Hein. Non, je ne dévie rien. C'est pour vous dire que... On a déjà entendu parler de tous ces gens-là. Ils n'ont jamais apporté de solution. Nous sommes les répondants de tout ce qui se passe là à l'Est. D'où je cite le monsieur là. Il ne fait pas
ces analyses pour nous. Non, les analyses, c'est les analyses des gens comme vous et moi, nous sommes ici. Là, nous avons les vraies analyses, M. Mutuntu, des vraies analyses sur place, des jeunes gens qui ramassent des corps. Les corps que vous voyez là dans les médias. Je vous concède votre vision, mais moi, ça ne me convainc pas du tout. Toutes ces personnes, M. Mutuntu, que vous citez, soi-disant qui font de belles analyses, d'où tirent-ils des informations? C'est de là, justement. Et là, nous avons des gens sur place, des jeunes gens. Oui. Je vais vous montrer cet élément et nous allons continuer le débat, s'il vous plaît. De nos frères, nous pensons que vous devez partir de notre pays. Si vous pensez que vous êtes venus nous aider, nous nous disons que nous n'avons pas besoin de votre aide. Rentrez chez vous. Voilà notre préoccupation. Qu'est-ce que vous avez fait de ceux qui ont tué les manifestants d'armes? Et qu'attendez-vous pour partir? Parce que vous n'êtes pas venir ici chez nous. Donc, est-ce que vous allez déposer une lettre? Nous n'avons pas de lettres. Nous sommes venus pour qu'on se parle. Nous sommes garçons. Voilà, c'est un extrait, tout simplement, un petit extrait. La suite viendra prochainement, mais entre-temps, vous pouvez aller dans le site de cette chaîne, Télé Saturne ou Canal 54 Médias, vous allez trouver l'intégralité de l'émission que nous avons réalisée cet après-midi en direct, où ils expliquent exactement la situation au quotidien là-bas. Ils ont dénoncé, ils ont même cité des autorités du gouvernement central qui sont en complicité avec tout ce qui se passe à Béni. Et ils ont lancé un message et ils continuent à nous demander justement que ce message soit diffusé dans toutes les plateformes à l'étranger, faisant appel à la diaspora. Que cette diaspora prouve maintenant qu'elle est patriote, qu'elle est nationaliste, qu'elle est compatissante à la situation de Béni. Que de passer le temps à faire des analyses, M. Mutuntu. Quand vous citez des gens qui font des analyses, ce n'est pas ça qui résout le problème au Congo. On attend qu'il y ait l'Est, mais voilà, on continue à éventrer les femmes. Le gouvernement central n'en parle pas. Là, nous sommes en train de critiquer le président de la République parce qu'il a donné la primaire à la secte kimbanguiste en donnant autant de possibilités d'être beaucoup plus crédible dans le Congo. Pendant ce temps, on tue à Béni. Et voilà ce que les jeunes gens nous disent. Ils disent ceci. Pendant que nous sommes en train de mourir ici, le gouvernement central n'écoute pas. Pendant que nous sommes en train de tirer, nos mamans sont tirées, sont éventrées, nos enfants sont tués, nous-mêmes nous mettons notre vie en danger. Les députés nationaux et provinciaux sont toujours complices de ce qui arrive là-bas. Pendant que le président de la République prend des avions pour aller à l'étranger, nous ici, nous mourons tous les jours, alors qu'il nous a promis de déplacer son QG à Béni. Pendant que nous sommes en train de perdre tout notre avenir et de perdre l'espoir en toutes choses, le gouvernement ne sait pas ce qu'il fait. Parce que pour le moment, il cherche encore les positionnements. Voilà autant de cris d'alarme que de nous parler des gens qui font des analyses, M. Mutuntu. Qu'est-ce que nous pouvons faire en réalité pour aller direct au but et aider ces gens-là? Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, ici? Ce ne sont pas des analyses? Non, l'analyse n'est pas la solution. On fait des analyses pendant plusieurs années. Mais ce Mbanda est mort ici après avoir fait plusieurs analyses. Mais qui sont ces Congolais qui l'ont suivi? Qui sont ces Congolais qui ont fait bloc avec toutes les révélations d'Honoré Mbanda? Voilà, il est parti. Son tour, bien sûr, il est décédé, mais il a laissé des messages. Mais qu'est-ce que les Congolais ont fait en dehors des analyses? Les analyses ne sont pas des solutions. Ceux qui parlent là, ceux qui parlent avec les policiers là, à bien, ce ne sont pas les décideurs. Les décideurs sont ici. Et ce que nous faisons, vous et nous, c'est pour dire aux décideurs, ce n'est pas aller parler avec un type de troupe qui est dans la rue et on l'a envoyé pour tuer. Lui, il vous écoute. Vous allez vous plaindre devant un tueur. Mais le travail ici que vous faites, que nous faisons, nous devons être en symbiose, nous accepter les uns les autres, messieurs. De dire que ce que nous faisons, ce n'est rien. Mais ces gens-là qui parlent, vous nous citez M. Honoré Ngwanda. Mais Ngwanda a fait un grand travail. Avant que le peuple puisse
avoir ce courage-là d'aller parler avec les militaires c'est le travail de conscientisation, l'éveil patriotique. Mais qui doivent le faire? Ce n'est pas seulement moi qui vous parle ce soir, mais c'est nous tous les Congolais à l'extérieur, nous sommes les répondants de cette misère que nous voyons tous. Vous avez eu vraiment cet honneur d'avoir un peu de clips que nous venons de voir. Mais je ne peux pas dire qu'il n'y a que moi et vous qui ont eu ces clips. Il y en a plusieurs. On a vu avant-hier dans d'autres chaînes une maman qui est morte à côté et l'enfant est en train de téter. C'est toujours à l'Est. On a vu une maman là-bas couper la tête sur les rameaux et tout ça. On reçoit de tous côtés, mon cher, mon frère. Justement, mais quel est notre engagement citoyen? Quelle est la mobilisation? On ne peut pas venir ici crier nos énergies sur la montagne devant les caméras pour dire nous faisons ça, nous faisons ça. Attendons voir les jours qui viennent si réellement nous allons rester. Chaque chose a un commencement et une limite. Je vous ai dit ici que nous ne voulons pas continuer à parler aux personnes qui ont oublié comment on écoute, c'est tout. Vous dites la même chose. Les autorités, il n'y a pas d'autorité à Kinshasa. Quand nous disons que nous sommes occupés, les gens rigolent. Mais il fallait d'abord avoir ce vocabulaire, avoir un vocabulaire des résistants de partout, qui claironne et qui parle le même langage pour sonner l'alerte, pour dire qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas par les élections que nous allons résoudre le problème du Congo, ce n'est pas par l'aide qu'on nous donne par les pays qui vous trompent, voilà, il y a l'aide humanitaire ou les ONG. Non, mais il faut conscientiser avant de prendre une décision finale. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que la politique d'ici et maintenant ne paye pas. Nous devons mettre nos énergies ensemble, nous accepter tels que nous sommes et continuer la lutte. Honoré Ngwanda est tombé, nous sommes au front, on ne pleure pas, on ramasse ses armes et on continue la lutte. Et la lutte est multiple. Je ne vous dirai pas que voilà que c'est moi qui irai libérer ce pays. Je ne vous dirai pas que c'est X que j'ai cité qui ira libérer le pays. Mais acceptons-nous. Pour parler un même langage, nous serons plus forts, puisque ce qui nous unit sera plus fort que ce qui nous divise. Vous qui êtes le coordonnateur du CRC, lorsque vous voyez ce genre d'atrocités dans votre pays à l'est du Congo, vous dites qu'il faut la sensibilisation, vous dites qu'il faut la communication, vous dites qu'il faut multiplier plusieurs campagnes pour que le message passe. Vous êtes coordonnateur d'un groupement politique. Conseil national de la résistance congolaise. Voilà, de la résistance. Mais vous allez résister jusqu'à quand? Pendant ce temps, l'Est est en train de souffrir. Il faut qu'il y ait à un moment donné des actions concrètes. Parce que sinon, l'Ituri, en Ituri, à Béni, ils continuent à dire que nous sommes au désespoir. Nous sommes au désespoir. Regardez cette émission, M. Mutonto. Rentrez dans le site de la chaîne, vous allez trouver l'émission qui a été faite cet après-midi. Vous allez voir comment notre interlocuteur était en train de pleurer au téléphone. C'est un cri d'alarme. Il dit, nous sommes abandonnés au gouvernement central. Mais si vous aussi, là, la diaspora, si vous nous abandonnez, c'est-à-dire que nous sommes vraiment livrés à nous-mêmes. Et il a insisté que même les médias locaux, les médias congolais ne montrent pas les images qu'eux nous envoient. Même leur prendre même en duplex dans les chaînes locales au Congo, on ne les prend pas, tous ces jeunes gens-là. Et nous avons été le premier média ici à prendre l'image, à discuter avec eux directement pendant la manifestation. Alors que ces atrocités se passent à quelques mètres, à quelques kilomètres de base de l'ONU à Kinshasa. Alors, vous êtes toujours dans la résistance, la résistance. Quelles sont les actions concrètes de votre résistance? Est-ce que vous rencontrez les décideurs dont vous avez fait allusion, ceux qui prennent les décisions d'aller tuer au Congo? Vous, au niveau de la résistance, avez-vous eu des initiatives dans ce sens de rencontrer les commanditaires justement de ces assassinats et de ces crimes en République démocratique du Congo?
Sinon, le pays se meurt. Sortons du slogan de la balkanisation tout le temps. On sait qu'il y aura balkanisation, qu'il y a tentative de la balkanisation si elle n'est pas encore faite. Mais les jeunes gens nous disent qu'il n'y aura pas balkanisation tant que eux là-bas ils ont pris conscience, ils préfèrent mourir. Suivez cette émission, vous allez comprendre la douleur qu'expriment ces jeunes gens. La résistance est jusqu'à quand, M. Moutountou? Cette douleur est nôtre. Nous ne les avons jamais abandonnés. Nous ne venons pas ici pour faire le bilan de ce que nous faisons. L'Est, là, si nous, ici à l'extérieur, dans cette résistance que nous représentons valablement, ne levons pas nos voix pour que ceux qui croient aux décideurs puissent quitter, s'éloigner de ces... puisque ce sont eux qui exploitent à l'Est, qui nous mettent dans cette posture là où nos confrères, nos compatriotes, on coupe les têtes matin, soir. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a de cela 2 décennies. Si Kinshasa sautait et que nous prenons aussi le pas comme eux, nous ne dénonçons pas, puisque ce que nous faisons avec vous ici, vous demandez, mais qu'est-ce que vous faites au Conseil national de la résistance? Vous dites toujours des résistants. Qu'est-ce que vous voulez? Nous demandons à ce que tous les Congolais puissent rejoindre cette classe, cette unité que nous avons essayé de mettre ensemble, tous les fils et filles qui luttent dans le vrai. Il y a trop de collabos ici, il y a trop de... Nous connaissons ce qui se passe. Mais maintenant, nous ne pouvons pas venir sur les chaînes comme ça pour vous dire, voilà, nous allons faire. Non, là, nous évitons de mentir au peuple, c'est que nous pouvons. Mais ceux qui résistent là-bas, vous croyez que ils le font comme ça sans l'apport avec... non, nous sommes, en tout cas, je me réserve beaucoup de ce côté-là. Vous voulez voir ce que la résistance fera, mais on peut faire. La première des choses, c'était d'harmoniser nos points de vue, nous accepter. Hein, puisque quand on va dans une lutte ou quand on va dans un combat, il faut parler le même langage. Mais quand nous parlons des langages, les autres minimisent ce que les autres font, on n'avancera pas. Mais je vous dis, nous sommes déterminés à libérer ce pays-là par tous les moyens. Quelle que soit la longueur de la nuit, le matin poindra à l'horizon. Et pendant ce temps, on continuera à éventrer les ventres de maman. Et ça s'est passé à violer nos mamans. Vous voulez manger, à l'Est. il faut casser les œufs. Et ici, la diaspora, c'est toujours à continuer. Même ici, les gens se sont battus des années. Il y a eu les guerres de 100 ans dans ces pays où nous sommes avec vous. Mais il y a eu quand même des résistants. Fin de compte, cette guerre-là a été toujours vaincue. Mais ce qui se passe au Congo, vous voyez la MONUSCO, mais nous savons, nous les résistants, que c'est toutes les puissances qui sont chez nous, qui nous mènent cette guerre d'usure, s'il vous plaît. On nous use. Nous, quand nous allons perdre nos énergies, maintenant, vous voyez, avec la pandémie qui est ici au pays, mais qu'est-ce que cherche-t-on, cette communauté dite internationale? C'est à éliminer les citoyens inutiles. Bon, cette guerre que vous voyez à l'Est, ne vous voyez pas avec les yeux que voilà, il n'y a que le Rwanda, il n'y a que le... Non, c'est toutes les puissances d'argent qui se sont abattues sur notre pays comme des vautours. Ça s'est passé depuis 1885 où l'Occident nous a découvert. Il n'y a que des morts. Nous n'avons jamais eu un répit. Ça, on connaît, monsieur le Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans une armada où il demande beaucoup d'intelligence et beaucoup de cohésion entre nous. On ne peut pas y aller à tête baissée pour avoir une victoire facile. Non, nous savons et nous y allons avec toute notre intelligence. Et le fruit, si ce n'est pas nous, puisque lutter pour que c'est moi qui dois manger ce que... Non. Cette Europe n'est pas construite par tous ceux que nous voyons ici. Il y a eu des gens qui sont battus comme nous, qui sont partis. Mais sur leur trace, la lutte a continué et voilà, les gens vous vivent comme ils vivent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous voyez le monde, c'est toujours les mêmes qui veulent que le monde chamboule. Donc, nous sommes devant plusieurs paradigmes.
qu'il faut un peu essayer de changer notre logiciel et voir les choses autrement. Donc, nous sommes fiers d'être des résistants et nous sommes fiers de voir que ce que nous avions déjà vu, les autres commencent à le voir aujourd'hui. Monsieur Motuntu, la seule phrase que je retiens, c'est le nouveau paradigme. De tout ce que vous venez de dire, en tout cas, c'est déjà entendu. Ah, voilà. Lorsque vous avez parlé de paradigme, à revoir les choses autrement, oui, là, je suis d'accord avec vous. Bien sûr. Parce que finalement, on peut beau reprocher au Rwanda qui agresse le Congo. On peut beau reprocher aux infiltrés. On peut beau reprocher au gouvernement congolais. On peut beau jeter des pierres, en tout cas, au président de la République Tshisekedi. Mais une grande partie des responsabilités vient aussi du Congolais. Ça vient du Congolais aussi. Oui, mais la révolution peut venir de l'extérieur. Si la révolution ne vient pas de l'extérieur jusqu'aujourd'hui, c'est quelque part qui n'est pas organisé, tout simplement. Ils étaient avec nous dans la diaspora, dans la résistance aussi. Eh bien voilà. Voilà. C'est ce que moi je suis en train de dire. Il est président de la République. Pourquoi alors, à ce moment-là, toute la diaspora ne pouvait pas l'accompagner pour lui dire, Monsieur le Président, voilà ce que nous nous sommes dit quand nous étions dans l'opposition. Là où vous allez, vous êtes en train de biaiser. Il pouvait vous écouter parce que vous étiez tous dans la résistance. Que je me répète combien de fois pour vous dire que on ne peut pas continuer à parler aux personnes qui ont déjà perdu l'écoute. Ils se sont vendus. Nous étions avec eux ici, ils parlaient comme nous ici. Mais même moi qui vous parle, si demain vous me voyez aller accepter le pouvoir d'occupation, mais je me suis dilué. Hein, c'est fini. Vous viendrez m'appuyer dans cette trahison-là, ou bien vous allez continuer la lutte. Nous connaissons qui sont qui, et ça, ce n'est pas le pouvoir. On ne lutte pas pour le pouvoir, et surtout que ce pouvoir-là vient des occupants. Ça, ce n'est pas notre lutte. Ça, ce n'est pas notre résistance. Voilà. Il nous reste 10 minutes d'émission. Il nous reste encore un chapitre à évoquer dans cette émission, la question de Minembwe, qui a été évoquée il y a plusieurs mois. Et pourquoi nous avons inséré cette rubrique dans cette émission? C'est toujours faisant référence dans l'émission de cet après-midi, ce duplex que nous avons eu avec les jeunes gens de Béni, qui ont paraphrasé le chef de l'État en disant qu'il nous avait promis de venir à Béni pour installer son QG. Autant il avait promis aussi la question de Minembwe, la révision de la question de Minembwe, qui n'a jamais été encore faite. Ça venait de ces jeunes hommes de Béni. Et donc, du coup, il nous a interpellés en disant, je vous donne l'exemple, voyez comment le président est indifférent à nos problèmes. Regardez la situation de Béni. Aujourd'hui, à Béni, effectivement, l'administration commence à se constituer à Béni. Il y a même une police à Béni, composée des éléments Banyamulenge. Et ça venait de Béni, de ces jeunes hommes-là, qui nous disaient qu'effectivement, la notion de balkanisation que vous entendez, elle est en marche, sauf qu'il y a une résistance des jeunes. Nous sommes contre la balkanisation. Il va falloir qu'on nous éradique tous, comme ça ils vont prendre l'Est du Congo. Béni est en train de s'organiser, malgré les promesses du chef de l'État, à revoir le projet qui a été suspendu et orchestré par le camp des Banyamulenge qui sont à Kinshasa. Quelle est votre réaction? Minembwe, ce n'est pas le problème. Je peux me référer à notre Monseigneur Ekofo, qui avait dit que pour le moment, ceux qui nous mènent cette guerre d'usure pensent que nous sommes faibles. Ils peuvent prendre tout ce qu'ils peuvent prendre, puisque ce n'est pas seulement Minembwe. Quand nous parlons de nos frères qui sont à Béni, tout ça, mais il n'y a pas de sécurité. Ils ne sont pas sécurisés. Hein, la MONUSCO dont nous venons de parler est à l'est là-bas avec tous les moyens qu'il fallait. Si réellement ils étaient venus pour nous sécuriser, il y aura la paix à l'est. Mais comme nous savons qu'on a mis les soi-disant dirigeants qui sont les collabos là, qui sont à Kinshasa, il n'y a pas longtemps, vous aviez vu le monsieur qui dirige le Sénat pointer le doigt aux
aux députés pour dire que c'est vous, vous entretenez tout ce qui se passe à l'Est. Hein, les flèches sont sorties de tous les bois contre lui. Et pourtant, ils sont dans la même cadoue. Donc, Minembwe, votre soi-disant président ne dit rien. Mais s'il avait tous ses pouvoirs régaliens en main, c'est lui qui devra taper sur la table pour dire c'est fini, je dois maintenant récupérer ou mettre fin à ce qui se passe à l'Est. Parce qu'il en parle dans sa bouche, mais dans des allocutions maintenant, on cherche à vous trouver des dates pour fêter, je ne sais pas quoi, elle qui s'abuse. Pourquoi vous êtes soi-disant président, M. Moutonto? Pourquoi je ne l'ai pas élu. Moi, je ne l'ai pas élu. C'est le président de la République démocratique du Congo, votre pays, quand même. Ce n'est pas une démocratie là-bas. Je dis une république à démocratiser. Lui, il était avec nous ici. Il avait le même langage que le langage que nous parlons aujourd'hui. Il nous a trahis. Il a trahi la nation. Et si vous voyez en lui un président qu'il vous faut, acceptez-le. En quoi faisons? En quoi faisons? Il vous a trahi en quoi faisons? Comment? Quand vous dites qu'il vous a trahi, en quoi? En quoi vous a-t-il trahi? Mais tout ce que nous venons de dire ici, il travaille pour qui? Le monsieur là travaille pour le Congo ou pour le peuple qu'il a élu? Bon, c'est ça. Mais moi, je ne suis pas concerné. Pourquoi je dois dire que c'est mon président? Puisque je vous montre maintenant les Tueries à Béni. Ils ne l'ont pas élu. Yumbi, plus proche dans le Bandoun, ils ne l'ont pas élu. Mais tu peux parler au nom de cette population comment? Puisque le peuple là ne t'a pas donné son mandat. Un président, c'est quelqu'un qu'on doit élire sur toute l'étendue de la République. Il y avait eu des circonstances exceptionnelles pour lesquelles ce coin de la République n'a pas pu avoir accès au bulletin de vote et au bureau de vote. C'était constaté de manière officielle. Et après le passage de la pandémie? Oui, mais bon, le président a fait un tour par là. Il a été rencontrer les populations qui l'ont applaudi. Ne confondez pas la population, la foule et le peuple. Ça, c'est vraiment dans nos us et coutumes africaines, où on confond tout. La foule est comme ça. Les badauds, n'importe qui peut venir, mais il y a le peuple congolais que nous représentons valablement. Nous sommes les répondants d'un peuple. Ce n'est pas d'une foule. La foule, elle est comme, tu vois, un étang d'eau. Il suffit de faire un petit chemin et l'étang va sécher. Donc, ne faisons pas l'amalgame là-dessus. Il n'était pas élu à Béni, il n'était pas élu à Nuturi, il n'est pas élu à Butembo, il n'est pas élu à Yumbi, partout. Et puis, quelle élection? Quelles élections chaotiques que nous avions tous suivies. Ça ne pouvait... Bon, évidemment, hein, si ça pouvait faire quelque chose, on le saura. Mais de la tricherie, ne peuvent rien de bon y sortir. Hein. Je ne vous sens pas... Je ne vous sens pas très admirateur du président de la République. Il y a beaucoup plus je ne peux pas d'appréciation. Il est résistant. Il nous a trahis, il nous a menti ici. Il était avec nous. C'est comme moi et vous aujourd'hui. Nous parlons, vous êtes un journaliste que je respecte. Demain, je te vois derrière le pain beurré à Kinshasa, mais mon cher. Et vous viendrez pour me demander une interview et moi, je vais t'accepter. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse tout ce que tout le monde veut. Voudrait? Je ne le dis pas. La majorité de notre peuple ne s'y reconnaît pas. La misère qu'il a instaurée au pays ne peut pas dépenser. Tout le temps, on doit entendre dans nos oreilles qu'à la présidence, disparition d'autant de millions, d'autant de millions. Et quand le peuple boit du noir, manque de l'eau, manque de l'électricité, il faut voir les mouroirs qui nous restent comme Mama Yemo et consorts, dans quel état et combien de millions pour améliorer ou construire de nouveaux hôpitaux. Et tout le temps, c'est dans leur poche, c'est dans les voyages, c'est dans les fêtes, comme nous venons d'assister, aller assister dans une fête de kimbanguistes, aller faire des promesses que voilà, on va vous fêter chaque année pour venir faire ce qu'il a fait là. Non, ce n'est pas ça qu'on attend de lui. Un président de la République, c'est quelqu'un qui doit respecter la volonté de son peuple.
Voilà. Monsieur Moutountou, il nous reste 5 minutes d'émission, mais je voudrais quand même clarifier avec vous un détail. Nous savons, vous et tous les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant, que le problème de l'Est ne commence pas avec Félix Tshisekedi quand même. Ça commence avec Laurent Désiré Kabila. C'est cet homme-là qui nous a amené toute la confusion que nous avons aujourd'hui au Congo. C'est lui qui est venu avec toute la kyrielle des éléments du Rwanda, qui les a déversés chez nous en commettant beaucoup de crimes dans son élan vers Kinshasa, vous le savez. Et à cette époque-là, Félix Tshisekedi était encore membre de l'opposition dans votre parti, l'UDPS. Et ça, c'est important, faux quand même de dire que c'est à cause de lui que toute cette situation arrive. Alors que son prédécesseur en a fait 18 ans, il n'a pas osé éradiquer un seul groupe armé. Et dans notre entretien de cet après-midi, le jeune homme nous disait que les éléments que nous avons ici qui tuent ont été entretenus par le prédécesseur de Tshisekedi. Ça dit tout. Il est en train tout simplement de subir ce que les autres ont laissé, monsieur Montonto. Soyons quand même à un moment donné rationnels dans nos analyses, dans nos réflexions, même si on ne porte plus la même couleur avec la personne qui est au pouvoir. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi sur ce point. Votre analyse est correcte. Lui, en tant que Congolais comme nous, ne savait pas que le pays là était à ce niveau-là avant d'accepter le deal avec les mêmes qui ont mis le pays à genoux. Ça, c'est une excuse, le deal. Le mot deal, c'est une excuse, monsieur Moutonto. Comment ça peut être? Ça vient de moi? Non, mais il est au pouvoir quand même. On peut non, je pose la question, mot deal, ça vient de moi. Il ne voulait pas lâcher prise. Entre moi et Kabila, il a fait des concessions. Avait-il dit? Il y a un deal. Vous connaissez ce qu'il a signé dans ce deal-là? Mais le deal, c'est un mot. C'est juste un mot. Ça peut être que, bon, voilà, moi, j'accepte le parti, mais protégez-moi tout simplement par rapport aux dégâts que moi j'ai commis pendant 18 ans. Tous les crimes, ne regardez pas. Vraiment, laissez-moi vivre dans le pays. Je laisse et je ne ferai pas de problème. C'est un deal, non? C'est une façon d'engager quelqu'un. Ma question n'est pas seulement au deal. Étant résistant comme moi, je sais que maintenant, le pays tel qu'il est là, je ne peux pas aller négocier avec quiconque, aller négocier avec l'occupant. Celui qui a mis le pays là où il est, il le sait, il le savait très bien. Le petit bonhomme qui était venu sous les bottes de jardinier, c'est lui qui a mis, avec ses confrères de Rwanda, ils ont cassé tout. Mais lui, quelle puissance il avait d'accepter d'aller collaborer avec ces gens-là sans l'autorisation, sans le consensus des autres compatriotes qui luttaient avec nous. Donc, c'était un espion parmi nous. D'où nous disons... Vous auriez aimé qu'il fasse quoi? Il y a eu des élections. Vous auriez aimé que ce soit... Comment le scénario pour vous devrait être en 2018? On n'organise jamais les élections dans un pays occupé. Ah, donc il avait fallu laisser l'occupation continuer. Qu'est-ce qui a changé? Dites-moi, après les élections là, pour vous, qu'est-ce qui a changé au pays? Ben, Kabila n'est pas au pouvoir. Non, enfin. Les anciens, les classiques du kabylisme ne sont pas là. Non, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, vous voyez avec quelqu'un qui... au pouvoir. Non, je ne viens pas faire Kabila est là. Kabila est là, pourquoi le gouvernement ne sort pas? Si Kabila est parti. Nous allons tomber dans les dialoguistes là qui disent que voilà, il est parti à Dubaï, il est parti, oh, Kingagati est dévalisé. Ça, c'est le dialogue. Ce n'est pas ça de la politique. Soyons réalistes. Moi, croire que Kabila est parti où? Il est où? Il n'est pas dans le pays là. Donc je comprends que l'ombre de Kabila traumatise encore les Congolais. Hein? Vous vivez là où vous vivez, moi je vis ici où je suis. C'est la machine de Kabila qui tourne. Tous les ambassadeurs sont de Kabila, les entreprises d'État sont dans les mains de Kabila. Votre président n'a jamais nommé un seul ambassadeur ici à l'extérieur, ni dans les entreprises publiques, à part notre tueur de Kyung Kwanza,
dont il appelle papa, eh ben, non, 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 non. Kabila est là. Il ne faut pas que nous, on vienne ici pour pondre les mensonges, dire aux Congolais que Kabila est parti là, je En ferai... résumé, pour Oui. terminer, M. Moutoutou, je comprends que l'ombre de Kabila continue à traumatiser certains Congolais, en tout cas, qui ne croient pas en Félix Tshisekedi, qui pensent toujours que Kabila... Mais il n'a rien. Tshisekedi n'a rien. Donc, ça voudrait dire en même temps, il ne faut pas non plus coller à Félix Tshisekedi, le président de la République, les crimes qui sont commis à l'Est. Donc, c'est toujours Kabila qui continue à entretenir le groupuscule des rebelles qui sont à l'Est du Congo et qui commettent des forfaits aux populations. C'est votre réflexion. Mais s'il savait que Kabila... Je déduis votre réflexion plutôt. Non, 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 non. S'il savait que l'Est là brûlait sous les Kabila, il ne pouvait pas faire ce qu'il a pu faire. Aller signer un deal avec les mêmes qui ont mis l'Est à feu et à sang, croire que quand ils vont me donner le pouvoir, je vais tout mettre. Mais il a le pouvoir. C'est-à-dire que pour vous, M. Moutoutou, pour conclure l'émission, vous auriez aimé que Kabila soit toujours là. Mais bien sûr, il est là. Kabila est là. Kabila est là. Oui, d'accord, mais non. Kabila est là, mais Kabila n'est pas visible quand même. C'est vous qui le dites. Lui Quoi qu'il arrive, l'histoire retiendra que Kabila n'est pas président de la République. Quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, il est sénateur à vie. Et où pour le voir. Il est sénateur à vie. Il est sénateur à vie en dehors de la République. D'accord. Je repose ma question pour terminer l'émission. Vous auriez aimé toujours que l'on voit Kabila toujours président de la République dans son statut de Raïs, comme on l'appelait par ses sympathisants, qu'on le voit toujours celui, pas un autre, parce que soi-disant, le pays est occupé. Mais on ne fait pas la politique avec l'hypocrisie ou on ne fait pas la politique avec les sentiments. Ou... Ça devient une distraction, hein, puisque le problème est fondamental et le problème est, ce n'est pas Félix qui va nous apporter le bonheur qu'on attendait. Hein, pour apporter le bonheur dans ce pays-là, nous avions vu les politiciens qui sont venus réellement apporter quelque chose. Hein, il y avait des rébellions en 1960. Nous savons comment ça s'est terminé, puisqu'il y avait la cohésion, on parlait le même langage. Mais maintenant, avec ce que nous vivons là, vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Je n'attends rien de ce bonhomme-là. Voilà. Merci. Vous n'entendez rien de ce bonhomme-là, mais moi je l'appelle Monsieur le Président de la République du Congo. C'est votre droit. Parce que quand même, c'est lui qui a été élu par le peuple congolais. Malgré les explications qui n'étaient pas élues à Béni, tout ça, c'est le peuple congolais qui l'a élu. D'accord. Merci, nous sommes à la fin de l'émission. Je vous concède, mon cher ami, c'est votre. Nous portons des lunettes différentes. Hein. Moi, ok, merci. Sauf que bon, nous n'avons pas la même vision, la même vue. Et donc, bien sûr, les couleurs et les notes ne sont pas répercutées de la même manière. Merci en tout cas, M. Moutoutou. C'est vous que je remercie. Dans la notion de la chronique que nous avons évoquée dans notre chaîne sur le paradoxe congolais, effectivement, c'est votre expression de ce soir exprime exactement la notion du paradoxe congolais. Et nous allons changer le logiciel. On va changer le logiciel. Vous avez été dans l'opposition radicale. Tous les Congolais le savent. Vous avez opposé Mobutu. À un moment donné, nous étions encore jeunes et je m'en souviendrai toujours. Oui. L'UDPS matraquait tous les jours Mobutu, jusqu'à un moment donné, le peuple souhaitait même un chien, même un petit enfant pouvait venir prendre le pouvoir et diriger le Zaïre à l'époque. Et la FDL est arrivée, monsieur Moutoutou, vous étiez là. La FDL est arrivée aussi au vu de tout le monde. Tshisekedi était là. On vous a arraché le pays alors que vous étiez là. Et c'est vous qui venez encore crier, n'est-ce pas, que bon, voilà, c'est les étrangers qui arrivent au pays, qui nous ont pris le pouvoir, alors que l'opposition était là. La conférence nationale était là. Vous venez d'en sortir. Tshisekedi était même Premier ministre. Mais c'est Moutoutou. Ce sera le paradoxe congolais. Le paradoxe qui consiste à ne pas reconnaître l'autre. Quand est-ce que le Congo va changer si nous ne sommes pas arrivés justement à comprendre la notion du respect quand même de l'autre, surtout quand il prend les affaires de l'État. Soutenons le président Félix Tshisekedi qui est votre fils issu de votre parti politique. Pourquoi ne pas le soutenir, le conseiller,
lui apporter de nouveaux éléments pour qu'il comprenne et adopte une nouvelle direction. Monsieur Moutoutou, ça aura été votre dernière intervention après que vous ayez dit le dernier mot. Tout à fait. Tu peux être mon frère, tu peux être mon fils. Nous pouvons nous retrouver, moi et mon fils, dans une même salle de classe. Et quand je trouve que mon fils est un tricheur, il triche chez le voisin, je vois comment il triche. Et il devient premier de la classe. Moi, le père, je n'irai pas louer mon fils puisque c'est un tricheur. Voilà. Voilà, merci. Et nous allons conclure cette émission avec la réaction d'un de nos invités qui dit ceci, M. Moutoutou, écoutez ceci. Notre intervenant, dont je ne cite pas le nom, dit ceci. L'un des intervenants, il y en a beaucoup, qui dit ceci. Ça, c'est la nature des Africains. Ils n'ont jamais accepté leurs propres frères, mais avec les étrangers, ils sont d'accord. C'est-à-dire que le Congolais ou l'Africain n'accepte jamais le sien. Mais quand ça vient d'ailleurs, il est d'accord. Il applaudit et il soutient. Merci, M. Moutoutou. Je ne dis pas que c'est vous, mais c'est ça justement dans le paradoxe congolais. Nous en avons fait une chronique. Patrice Emery Lumumba était congolais, on l'a soutenu. Kasavubu était un Congolais, on l'avait soutenu puisqu'il était dans le bon, il prêchait la morale, il prêchait la bonne direction où il fallait suivre. Mais les tricheurs, les dictateurs, on ne peut pas les soutenir. Ce n'est pas seulement africain. Que les Blancs ici ont soutenu tous de la même manière Hitler. Mais les Allemands applaudissent Hitler jusqu'à aujourd'hui, le regrettent, puisqu'il a fait de bonnes choses. Mais là où il y a ce que nous vivons là, ce n'est pas seulement africain, c'est partout. Hein. La dictature, elle est même partout où elle se trouve. Voilà. Merci. Merci, M. Moutoutou. Merci. Nous sommes à la fin de l'émission. Vous parlez de Patrice Emery Lumumba qui a été soutenu par les Congolais. Mais Patrice Emery Lumumba, justement, a été trahi par les Congolais. Justement, pour qu'il arrive là où il était arrivé, pour être assassiné, justement, ce sont les Congolais qui l'ont envoyé, justement, à la guillotine. L'histoire retiendra cela. Les archives sont là. Et donc, point n'est besoin, justement, d'évoquer Patrice Emery Lumumba dans cette histoire. Merci d'avoir suivi notre émission. Je rappelle que nous avons parlé de la secte kimbanguiste, justement, qui venait de bénéficier d'une proposition qui sera probablement discutée au Parlement pour consacrer une journée, justement, chômée et payée pour l'église kimbanguiste chaque le 6 avril. Et donc, à la fin, la deuxième partie de l'émission, nous venons de parler également de la situation de l'Est du Congo, des tueries de Béni, de ces tueries que vous tous vous avez suivies récemment dans les médias. Nous avons eu un entretien direct, justement, du PLEX cet après-midi avec les jeunes gens qui ont manifesté ce matin à Béni, justement, devant le bureau de la MONUC. Et ils ont contesté, ils n'acceptent plus la présence de ces éléments de l'ONU à Béni, dont ils qualifient les complices, justement, aux assassinats et aux crimes qui sont justement perpétrés dans ce coin de la République démocratique du Congo. Ils ont enfin apostrophé justement le gouvernement central, certains ministres et députés provinciaux originaires de l'Est, justement, qui sont également complices dans les assassinats et crimes qui sont à l'Est du Congo. Voilà ce que nous avons reçu ce soir comme actualité. Et donc, nous avons fini par le cas de Minembwe, où Minembwe, malgré les promesses qui ont été faites par le chef de l'État de suspendre le développement de la commune de Minembwe, voilà que Minembwe est en train de s'organiser. Ils ont même une police organisée. Et donc, vous avez vu, on avait balancé tout à l'heure une jeune policière, justement, Munyamulenge, de ce coin-là. Voilà, de Minembwe. Ça dit tout. Et donc, c'est à vous de décider, c'est à vous de tirer vos propres conclusions. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous espérons que nous n'avons blessé personne ce soir, mais si tel a été le cas, nous nous en excuserons toujours. Voilà. Merci et à très bientôt pour une nouvelle édition sur Télé Saturne et Canap 54. Au revoir. Canap 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV.
Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.